La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, Percé, entre défis et renouveau, le maire Daniel Leboeuf fait le point. Reconstituer une équipe fonctionnelle, déjà avec le directeur général et le directeur des travaux publics, on va être à même de relancer les services à la population, l'entretien des routes. Élection, les attentes de Gino Cyr. Je pense que tout le monde était un peu d'accord là-dessus. Moi, un employé saisonnier qui travaille le nombre de semaines que l'employeur peut vous offrir, exemple 20-22 semaines, oui. Après 22 semaines de travail, dans un contexte saisonnier, il faut que l'employé soit en mesure de pouvoir, avec l'assurance emploi, de faire le tour. CPA du Rocher-Percé, 4 patineurs en route pour le provincial. Bien, pour le club, je trouve que c'est un bel avancement dans le sens que ça démontre que dans notre région, on peut avoir quand même des patineurs de haut niveau qui se développent. Pêche et tarifs douaniers, une année qui s'annonce quand même positive. C'est un événement qui est important tous les ans, mais cette année encore plus en raison de l'incertitude. Puis je pense que le message qui en sort est assez positif finalement. Là. Il n'y a pas de... Je pense pas que personne ne s'attend à une catastrophe cette année. Là. Ça va quand même bien aller là, malgré tout. Gestion de la pêche au homard, les pêcheurs demandent leur place. On va mettre en compétition, dans une zone commerciale, des pêcheurs qui se sont vidés des poches pour pouvoir avoir accès à un métier, une pêche normale, une pêche qui va bien, hein, avec des pêcheurs qui ne paieront pas leur permis. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. La ville de Percé traverse une période de changement important. Entre démissions au sein de l'administration municipale, enjeux de sécurité aérienne et projets de développement, les défis sont nombreux. Pour faire le point sur ces dossiers, nous avons rencontré le maire Daniel Leboeuf. Il nous parle de la situation actuelle, des solutions envisagées et de l'avenir de sa municipalité. Je voulais parler justement des récentes des démissions qui ont récemment touché l'administration de la ville de Percé, y compris celle du directeur général. Je voulais savoir comment la municipalité, enfin comment la ville gère cette situation pour assurer la continuité des services. Bien, en effet, là, le directeur général avait remis sa démission en février. Il a quitté son poste le 6 mars. Mais on est entré en processus de recrutement très rapidement. Et hier soir, en séance extraordinaire, on a voté pour engager un nouveau directeur général qui va venir ici gérer la municipalité par intérim pour une année pour nous aider à recruter une personne permanente. C'est un
Monsieur Claude Panton. C'est un vieux routier de la politique municipale. Il a géré des municipalités pendant plus de 30 ans. Il arrive avec de l'expérience, puis il va nous aider à reconstituer l'équipe aussi. Une de ses forces, c'est le recrutement. D'accord. Parce que justement, dans les autres départs qu'il y a eu, il me semble que vous avez mentionné lors de la dernière séance que le personnel restant travaille quand même assez fort pour compenser Oui. les départs. Est-ce qu'il y a des priorités immédiates pour maintenir les services ou est-ce que j'imagine que la suite des choses, c'est de recruter le personnel qui C'est quitte? ça, le reconstituer une équipe fonctionnelle, déjà avec le directeur général et le directeur des travaux publics, on va être à même de relancer les services à la population, l'entretien des routes, l'entretien des infrastructures. Ils vont se mettre là. Je vais dire, on a été chanceux pendant l'intervalle. Il n'y a pas eu d'énormes tempêtes de neige, mais la grosse tempête de neige, les employés, moi je le lève mon chapeau, ils ont dégagé, malgré que c'est une tempête historique, là, les chemins ont été dégagés très rapidement, de manière satisfaisante, mais avec encadré avec un directeur, ça va aller encore mieux pour l'été prochain. Moi, je vois ça d'une manière encourageante. D'accord. Un dossier maintenant qui concerne plus le rapport de l'observatrice de la commission municipale du Québec, en fait, qui se dit rassurant sur l'état financier et administratif de la ville. Est-ce qu'il y a des principales recommandations que vous avez retenues et dont vous comptez mettre en œuvre de ce rapport-là? La première, la plus importante, si on veut, c'est de poser un diagnostic organisationnel. Puis ça, on l'avait déjà en janvier, confié le mandat à une firme de ressources humaines qui va venir examiner les divers postes à l'hôtel de ville et dans les services à la population. Euh, Voir comment sont réparties les responsabilités, trouver la meilleure manière pour fonctionner. Peut-être qu'il nous manque des postes, peut-être qu'on a des postes de trop. Ils vont, eux autres, nous, avec leur expérience, nous donner des propositions. Puis ça va encore, en plus du recrutement, on va leur assigner ces personnes-là à des postes efficaces. D'accord. Un sujet dont vous avez touché justement à la dernière séance aussi, c'était vous avez déposé une demande d'interdiction, pardon, de survol d'aéronefs au-dessus du village de Percé. Pourquoi, selon vous, c'est essentiel de restreindre ces survols et puis quel impact ça pourrait avoir justement sur les entreprises touristiques? Le, le, Nous, c'est pour la sécurité dans le village. Il y a eu un écrasement d'un aéronef, d'un hélicoptère, justement, en plein centre. Moi, je vois d'ici mon bureau, je vois où s'est produit l'écrasement. Ça aurait pu, c'est une zone urbanisée. L'été, c'est densément peuplé. Les campings sont pleins, les hôtels sont pleins. Et ça nous a fait allumer qu'on a vu aussi cet été, les étés passés, des atterrissages d'hélicoptères en plein village, à quelques mètres de certains hôtels. Et si vous allez dans n'importe quelle ville, c'est pas des choses qui sont permis. Ça prend un terrain d'atterrissage avec des normes, il y a des distances à respecter. Ça fait que comme c'est pas possible d'avoir de terrain d'atterrissage au village, il y a ce qu'on appelle une notice to airmen, c'est un anglicisme qui veut dire une interdiction de vol euh, en bas de 3 000 pieds, ou si vous voulez passer plus bas, mais faites le tour. Ce qui ferait que s'il y a des aéronefs, avions, drones ou hélicoptères qui sont en difficulté, ben, ils ont la distance requise pour aller atterrir dans des endroits dégagés, dans des champs, là, tu sais, mais pas au milieu du village. Hmm. Et, comme ça aussi, il n'y aura plus d'atterrissage au village. Ça D'accord. n'empêchera pas les entreprises touristiques de décoller d'un terrain en dehors du village et de survoler à hauteur réglementaire. Mais ce qu'on veut éviter, c'est les accidents. D'accord.
Concernant une question concernant les litiges et le soutien juridique, parce que je sais que il y a eu la ville de Percé a récemment pris la décision d'assumer les frais juridiques pour défendre les élus employés visés par une poursuite. Est-ce que vous pourriez peut-être juste nous rappeler la nature justement de cette poursuite-là et puis pourquoi la ville a choisi de prendre en charge ces frais-là? Mais bien entendu, je peux pas vous révéler la nature de ni l'objet de du recours où qu'on est impliqué. Mais la loi sur les cités et villes oblige les municipalités à assumer la défense de ses élus et de ses administrateurs et employés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. On a aussi des assurances responsabilités à ce titre-là, puis on engage les démarches là présentement. On en saura peut-être plus tard, D'accord, mais c'est pas moi qui va vous le dire. d'accord. Vous avez évoqué plusieurs défis en matière de gouvernance et d'infrastructure dernièrement, mais est-ce qu'il y a des priorités pour les prochains mois afin de rester, dans le fond, pour à venir pour la ville de Percé, ou les défis que vous voudriez nous partager? Ouf, est-ce qu'on a une émission d'une heure? Là, il Parce y que a je sais qu'il y a tellement... des élections, il y a des élections municipales aussi prévues qui s'en viennent en novembre. Alors je sais qu'il Eh oui. y a des objectifs, j'imagine, pour assurer la stabilité, le développement de la ville, tout ça. Mais est-ce que vous préparez? Est-ce que c'est quelque chose à annoncer ou pas, à vous présenter pour les élections, ou comment ça va se passer? Je l'avais mentionné dans ma dernière campagne électorale. Moi, je vais me présenter pas juste pour 11 mois, là, je vais me présenter pour avoir un mandat complet parce que dans mon programme, plusieurs objectifs que je veux atteindre, mais pas en dedans d'un an, là, c'est impossible, là, avec le manque de personnel et toutes les difficultés qu'on a présentement. Pour cette année, l'objectif principal, c'est reconstituer l'équipe, préparer les élections, puis offrir des bonnes conditions au prochain conseil municipal pour exercer ses devoirs. Tu sais. Mais venez nous voir quand même à Percé. Là. N'empêche que la nature demeure belle et nos promenades, nos quais, nos plages vont toujours être là. Vous pouvez nous regarder à la télévision du Rocher Percé à chaque mois, mais dites-vous que c'est bien plus plaisant de venir sur place quand il fait beau. Mais au mois de mai, le 24 mai, il y a un autre souper bénéfice avec Ricardo Larrivée à la Maison du Pêcheur pour le Géoparc. Puis le Géoparc va être ouvert à ce moment-là. Il y a des belles activités qui s'en viennent. L'Ultra Trail Gaspésie au mois de mai aussi. Une grosse fin de semaine, des milliers de coureurs. Vous allez passer votre été ici. Vous serez aussi bien de louer une maison aussi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie a tenu un point de presse le mercredi 26 mars au club de golf de Chandler pour exprimer son mécontentement envers le gouvernement fédéral. Depuis 2021,
Ottawa accorde une priorité d'accès illimité aux Premières Nations de la Gaspésie pour toutes les pêches existantes et futures dans la région ainsi que dans le golfe du Saint-Laurent. Une décision qui, selon le regroupement, menace directement la viabilité des pêcheurs commerciaux indépendants. Voici un extrait de la conférence de presse où le directeur général O'Neill Cloutier a pris la parole. Depuis 2018, le gouvernement du Canada et Pêche Océan Canada ont régulièrement échoué à soutenir nos communautés côtières qui dépendent des pêcheurs indépendants. Le poisson n'appartient ni au Canada, ni aux Premières Nations, ni aux pêcheurs. Il appartient à tous les Canadiens et Canadiennes. Le travail du gouvernement fédéral est de gérer la ressource de manière durable pour le bénéfice de tous. Mais dans l'industrie de la pêche côtière, le gouvernement fédéral a décidé de fermer les yeux sur l'importance de nos pêcheries pour notre économie et la survie de nos communautés. Bien que les autorités gouvernementales disent que les pêcheurs sont les yeux et les oreilles nécessaires pour une gestion durable des pêches, depuis 2021, nous sommes exclus des comités de cogestion et de co-gouvernance mis en place entre le fédéral et les Premières Nations. Les pêcheurs individuels ou indépendants de homards ont investi collectivement des dizaines de millions de dollars depuis 2006 pour développer une pêche durable, assurer la stabilité de la ressource pour tous et lutter pour maintenir les retombées de la pêche dans nos communautés. Pourtant, sous couvert d'apporter une solution économique, un soutien économique, c'est-à-dire à nos communautés côtières, et d'acquérir des connaissances sur le homard, l'ancienne ministre fédérale des Pêches a joué à l'apprentie sorcière en émettant un grand nombre de permis exploratoires en Gaspésie. En ce faisant, elle autorise l'augmentation des prélèvements sur le homard de 112 % dans les zones commerciales, notamment dans la zone commerciale 19A2 à 19C2, c'est Parc-Forion vers Mont-Louis. C'est-à-dire, c'est ça, Cap-des-Rosiers vers Mont-Louis, si je me souviens bien. De manière aléatoire, sans tenir compte des impacts économiques réels sur les pêcheurs déjà en difficulté, et sans savoir si la ressource peut soutenir une telle pression. Plus d'1 milliard de dollars ont été donnés aux Premières Nations en Atlantique, dont 259 millions de dollars il y a à peine 2 mois, pour soutenir la réconciliation dans les pêches et la mise en œuvre des droits de pêche non définis. Le regroupement accuse le gouvernement d'hypocrisie. Le ministère des Pêches Océan Canada agit avec beaucoup d'hypocrisie, parce qu'on sait déjà que le plan proposé, qui est en œuvre présentement dans la zone 19, on sait déjà que le 24 juin l'an dernier, il était déjà bâclé. On le sait parce qu'on a eu des accès à l'information. Il était bâclé. Alors, le 6 décembre 2023, la bande autochtone de l'Estigouge a fait parvenir une lettre à la ministre des Pêches en nous disant « Maintenant qu'il n'y a plus de crevettes, on veut avoir accès à la pêche au homard. » Au mois de juin, le 24 de juin, déjà, ils savaient qu'ils allaient avoir des permis exploratoires dans la zone 19. Et nous, on a dû attendre pour la consultation au 16 octobre, puisqu'on a exigé à chaque mois, à partir du mois de juin, la date de consultation. On nous a répondu à la fin septembre que ça allait être le 16 octobre. Malheureusement, les dés étaient joués, les dés étaient pipés. Le regroupement souhaite que l'attribution de nouveaux permis se fasse sans nuire aux pêcheurs déjà établis. Lors des ateliers annuels qu'on a, cette question-là a été posée à l'effet, par les gens du côté nord de la Gaspésie, à l'effet qu'on retrouvait de plus en plus de homards à l'extrême ouest de la zone non exploitée. Alors nous-mêmes, comme organisme, il y a 5 ans passés, on a proposé au ministère, évidemment, puisqu'on ne peut pas, évidemment, empêcher une région en développement d'avoir accès à une ressource qui arrive chez elle,
on ne peut pas les empêcher de le faire. Ça fait qu'on a proposé au ministère, évidemment, d'émettre un certain nombre de permis selon, évidemment, le protocole scientifique utilisé à l'époque, qui est évidemment d'émettre en premier, pour un certain nombre d'années, des permis de pêche expérimentaux pour voir si c'est de la ressource, pour aller chercher des relevés de ressources, pour voir s'il y a vraiment d'abondance. Et après ça, voir à transférer ces permis-là en pêche exploratoire, bien entendu. Et finalement, pour la dernière étape, après 10 ans, parce que c'est comme ça que ça se fait, après 10 ans, émettre ces permis-là, si la ressource se maintient, émettre ces permis-là de façon permanente. Hein, des vrais permis de pêche. Ils l'ont fait dans cette zone-là, la nouvelle zone exploratoire qu'on parle. Ça a été fait il y a 5 ans passés. Et les pêcheurs Wolastoqey et un pêcheur blanc ont pêché de façon scientifique pour récupérer des données, donc en stade expérimental pendant 4 ans. Et en 2024, ces permis-là ont été transférés en permis exploratoire, qui suit le processus habituel. Lorsqu'on a été consulté, on a proposé au ministère, on a dit oui, on est d'accord, on ne peut pas effectivement empêcher une région de se développer, surtout si une ressource arrive, mais encore faudrait-il que les permis exploratoires que vous envisagez de donner soient strictement donnés dans la zone exploratoire et non pas dans la zone commerciale à côté, qui est située à côté. Et encore faudrait-il aussi que vous émettiez ces permis-là de façon très graduelle pour éviter que tous les pêcheurs dormants en Gaspésie, même dans des secteurs où l'abondance n'est pas si grande que ça, souffrent d'une baisse de prix à cause de la surabondance du homard local, régional. Alors, malheureusement, ils n'ont pas écouté. Ils ont dit non. Ça, c'était trop simple comme approche. Ils ont dit non. Alors, ce qu'on a vu apparaître, c'était tout de suite des permis exploratoires. Donc, la phase expérimentale a été abandonnée. On a donné des permis exploratoires. Et en plus, on a donné des permis exploratoires en dehors de la zone exploratoire qui était ciblée. On a donné des permis exploratoires dans une zone connue, une zone commerciale connue, où des pêcheurs vivent là depuis 40 ans de la pêche et où de nouveaux pêcheurs avaient récemment acheté des permis avec des prix très élevés. Et là, à partir de la 2e année de leur plan, là, ben, on va mettre en compétition des pêcheurs qui détiennent des permis exploratoires à côté de gars qui ont payé jusqu'à 7-8 millions pour leur permis. Puis on va leur dire, ben, bonne chance les gars, là, payez-les vos permis maintenant. Des permis gratuits. Vous devez comprendre qu'on va mettre en compétition, dans une zone commerciale, des pêcheurs qui se sont vidés les poches pour pouvoir avoir accès à un métier, une pêche normale, une pêche qui va bien, hein, avec des pêcheurs qui ne paieront pas leur permis. Alors, ça a un impact direct sur ces pêcheurs-là. La première conséquence que ça a eu, on peut vous le dire, c'est que les banques qui ont fait les prêts à taux variables, ont rappelé puis ont jugé que le risque avait changé dans l'espace de quelques mois. Alors que le pêcheur était seul dans sa zone pour pêcher et payer un permis excessivement cher, là, on allait, à partir de la 2e année, mettre en compétition avec lui un pêcheur qui n'a pas payé son permis. Et ça, c'est le risque qu'on a avisé, qu'on a donné au MPO pour ne pas qu'il le fasse. Puis c'est le risque qu'on a dit à la ministre qu'il fallait qu'elle considère, elle ne l'a pas considéré. Le regroupement réclame, entre autres, d'être impliqué dans les discussions de cogestion. On demande de faire partie, évidemment, des discussions de cogestion avec les bandes autochtones et avec le ministère. Parce que ce qui se passe présentement, des ententes de réconciliation ont été négociées de nation en nation sans que notre nation, nous les pêcheurs côtiers, les utilisateurs de la ressource, les gens qui sont responsables des retombées économiques dans la région et puissent être partie prenante aux discussions. Donc, on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir s'exprimer là-dessus. C'est comme un tabou. On est aujourd'hui comme dans un tabou. Dès qu'on ouvre la bouche, on nous dit que nous sommes des racistes. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi.
Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés sauront vous conseiller pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. Trois patineuses et un patineur du club de patinage artistique de Chandler participeront au championnat de patinage Star qui se tiendront du 3 au 6 avril 2025 à Lévis. Justine Sweeney, Maude Baudry, Alexandre Castillo et Raphaël Albert représenteront le club. Pour s'y rendre, certains ont dû passer par des qualifications à Montjoly où seulement les 3 premiers de chaque catégorie étaient sélectionnés. Brenda Labrec, entraîneuse professionnelle du club, se dit fière de ses patineurs, d'autant plus qu'en région, le temps de glace doit être partagé avec d'autres groupes pratiquant différents sports, en plus des défis liés à la conciliation entre les études et le sport de haut niveau. Bien, pour le club, je trouve que c'est un bel avancement dans le sens que ça démontre que dans notre région, on peut avoir quand même des patineurs de haut niveau qui se développent. Malgré les plateformes de glace là, qui sont restreintes, on partage quand même les heures de glace avec le hockey mineur. Donc, on essaie de pallier à plusieurs glaces de Grande-Rivière, Chandler et cette année, on avait Gascon qui est une nouvelle aréna qui nous a donné quand même un très bon service. Donc, on a pu avoir quand même plusieurs heures. Ça aide d'avoir plusieurs heures. Le développement aussi hors glace des patineurs. Maintenant, c'est pas juste sur glace, ça se passe aussi à une période hors glace. Fait que c'est un peu ça l'ensemble de ma fierté que ça a amené mes athlètes à ce niveau-là. Je trouve que la contrainte, c'est que mes patineurs de haut niveau patinent quand même tard en soirée. Et je trouve que ça amène une contrainte dans l'état psychologique et physique aussi après une journée d'école, parce qu'ici, on n'a pas de sport-études ou concentration patin encore. Donc, je trouve que c'est dommage pour ce niveau-là. J'ai rencontré 3 des patineurs. Maude Baudry, qui compétitionnera dans 2 catégories, soit style libre, maître adulte et interprétation, maître élite. Alexandre Castillo en Star 5, femme moins de 13 ans. Et Raphaël Albert en Star 6, messieurs. Représenter le club au niveau provincial est une grande étape pour ces patineurs. Voici comment ils vivent cette expérience. C'est sûr que c'est une fierté de pouvoir représenter notre petit club à l'échelle provinciale. C'est tout le temps le fun de voir aussi, de pouvoir compétitionner contre d'autres personnes justement qui ont comme peut-être plus d'heures de glace que nous autres, plus de pratique, puis arriver quand même à avoir une belle performance. Je suis fière de représenter. J'ai travaillé fort. Je suis fière, là. Je suis contente d'aller là. Ce sera ma 2e année, fait que là, j'essaie d'être moins impressionnée par la compétition puis plus me concentrer sur moi. La préparation à une compétition d'envergure comporte son lot de défis et nous partage le plus grand qu'ils ont rencontré. Ça va être la constance. D'arriver à faire tous mes éléments de façon constante à chaque fois là, pour avoir la meilleure performance possible. C'est en gros de pouvoir répéter chaque élément puis de les faire comme de les faire en compétition, c'est-à-dire de pas si je fais un saut, en fin de compte de pas le tomber, d'être capable de le réussir à chaque fois. Au moins augmenter mon bas de page. Le pointage, ça se divise en 2. Le technique puis le bas de page. Puis j'aimerais augmenter mon artistique. Rester constant, puis
gérer mon stress, mes défis mentaux. Chaque athlète a un objectif en tête pour cette compétition. Voici ce qu'il vise cette fois-ci. C'est sûr qu'on l'a dit tantôt, on a toujours un pointage individuel. Fait que c'est sûr que moi, mon but, ça serait quand même d'avoir dans mes meilleurs pointages, là, si j'arrive à faire des solos comme je fais présentement. Là. Arriver au milieu de toutes les personnes du groupe, là. On est comme 57, puis au moins dans les 30, dans les 20. Augmenter mon pointage. Top 3 selon ma coach. Il ne restait plus qu'à leur souhaiter bonne chance pour cette compétition provinciale. C'était Jean-Denis Laparrière à Chandler. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Les Mérions est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Les Mérions. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Les Mérions. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. C'est notre rendez-vous mensuel. Et puis, on a 3 sujets dont on va parler aujourd'hui. Les 3 sont très sérieux. On va commencer par le dossier du train, on va aller dans le secteur du logement et après, on va parler de vos attentes quant à la campagne électorale fédérale qui a cours. Donc, côté train, on va juste faire un petit rappel sur cette sortie que vous avez faite ici, selon laquelle vous demandiez à Québec de revoir ses normes quant à c'est l'impossibilité de construire d'un côté ou de l'autre du rail de 300 mètres. À l'intérieur de Grande-Rivière, vous, par conséquent, si on appliquait la législation telle qu'elle, 196 lots ne seraient pas constructibles. Ça fait des conséquences. Vous demandez donc à Québec. Ça a fait grand bruit, en fait. Et vous avez été appuyé par le maire de Chandler, M. Gilles Darèche, qui, lui, dans son cas, c'est 137 lots. Donc, le débat, c'était... Et vous avez même l'appui de la MRC du Rocher-Percé, d'ailleurs, parce qu'on se dit, la priorité, c'est le logement. Le train, c'est bien, on ne peut pas être contre la vertu, mais le logement, c'est une priorité. On le sait, vous l'avez dit souvent. Je pense que vous aviez du nouveau dans ce dossier. Où est-ce qu'on en est? Bien, écoutez, juste là, suite à la sortie de la résolution, là, on ne se le cachera pas, là, je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont communiqué avec la Ville, là, mais juste pour rassurer un peu les citoyens, là, il y a un processus administratif. Là. Donc, ça, c'est des recommandations, mais avant que ça soit en application, on peut calculer quelques années, là, mais il reste que, étant donné que c'est en discussion, puis si ça viendrait être approuvé comme que c'est présenté présentement, ça aurait des impacts là, en dedans de 5 ans, parce qu'il faut que la MRC change son plan d'urbanisme, etc. Mais nous, à la base, c'était important étant donné qu'il y avait un gros impact au sein de notre municipalité, c'est une des raisons pourquoi on a passé une résolution. Suite à cette résolution-là, on a eu là, une rencontre qui a été organisée par la députée Catherine Blouin, dans laquelle j'ai assisté avec le maire de la ville de Chandler, Gilles Darèche. On a rencontré là, Sébastien Noël là, du MTMD qui est en charge de ce qui concerne la voie ferrée pour la région de la Gaspésie-la-Madeleine. Il voulait en savoir un petit peu plus, donc on a exposé un peu nos préoccupations. Je pense là, qu'ils sont conscients, mais il semblerait-il que c'est une normative qui est arrivée dans la dernière semaine, là, côté là, sonore de l'importance, là, parce qu'il y a certains citoyens dans certaines municipalités là,
que je donne un exemple peut-être à Chambly, dans lequel le ferroviaire là, il a augmenté le transport, puis là, présentement, il y a des gens là, qui se plaignaient de ça. Donc nous, de notre côté à nous, ils comprennent très bien qu'on est d'une autre réalité. Donc ce qui est important, c'est de s'assurer que c'était pas une pratique qui était mise en place là, du mur à mur. Par contre, là, j'ai même été contacté par M. Sévigny, Bernard Sévigny, le conseiller spécial du MAMACH, pour échanger à propos suite à ma sortie. Donc les échanges qu'on a exposés, il comprend que moi, je suis membre depuis 2017, depuis 2018, on a mis beaucoup d'efforts là, sur les activités de diversification économique. On a mis en place des incitatifs financiers pour encourager le développement. On a fait faire une étude par Raymond Chabot-Grant Thornton, dans laquelle on ciblait 232 nouvelles unités qu'on avait besoin, entre autres, là, pour la ville de Grande-Rivière sur 496 d'ici 2026. Donc, ce genre de normes normatifs-là, ben, c'était contraignant pour notre développement. Puis, en plus, ça venait toucher directement 196 lots, comme vous l'avez exposé au début. Donc, il va y avoir, je pense, d'autres rencontres qui est en cours présentement. Donc, le fait qu'on s'est manifesté la ville par résolution, parce qu'un conseil municipal parle par résolution, c'est envoyé, et on a pris connaissance, ils m'ont contacté, il va y avoir d'autres rencontres, on va garder les liens ensemble, mais c'est sûr, certain que moi, j'en fais un dossier prioritaire, puis de notre côté, on y a fait part que la situation de la ville de Grande-Rivière, entre autres, fait en sorte qu'avec la 132, puis avec la voie ferrée, ben, il veut pas indiquer, c'est les deux liens qui est très connexé à l'intérieur du secteur de l'urbanisation. Donc, ils ont compris ça. Donc là, ils peuvent pas, étant donné qu'ils sont encore en mode de consultation, il va y avoir quatre autres séances. Ils vont me tenir au courant des développements. Donc, je veux juste là, rassurer un peu la population. Moi, j'ai sorti une résolution, mais on se le cachera pas que je pense que tout dépendant de l'évolution de l'avancement des dossiers, moi, j'ai fait part, toutes les municipalités du côté sud de la Gaspésie, là, ça va avoir des impacts. J'ai même parlé au maire de New Richmond, qui est en réalité président de la Société de chemin de fer, pour y faire part de mes préoccupations. Puis même pour lui, dans sa municipalité à New Richmond, ça a des impacts. Puis je vous dirais que ce cadre-là, il est contraignant là, présentement pour au niveau de l'urbanisme, ce qui a trait aux OGAT. Là. Donc, je veux juste rassurer la population. C'est pas une norme qui va être mise en application à partir de l'année prochaine. Il y a encore du travail à faire. Par contre, c'est l'orientation dans laquelle que moi, je trouve que c'est vraiment pas adapté pour la réalité de les villes rurales comme la ville de Grande-Rivière. Donc, le fait qu'on sorte par résolution, ça a fait du bruit, c'est ça que je voulais. Ça m'a permis d'être contacté, de faire partie de mes préoccupations. Donc, je suis dans la démarche présentement, puis je veux juste rassurer les gens qu'on travaille dans le sens, puis au besoin, là, j'ai d'autres municipalités là, qui sont du même avis là, de notre position. Donc, au besoin, là, ils vont nous appuyer aussi dans cette démarche-là, parce que moi, ça me touche, mais le maire de Chandler, quand il a communiqué avec moi, il avait lui aussi. Puis je vous dirais que si on descend sur le côté sud, là, je peux vous en nommer plusieurs municipalités dans lesquelles il va y avoir des impacts. C'est juste que nous, présentement, on était dans un projet lié avec la zone bleue, comme j'ai expliqué. On avait fait beaucoup d'assainissement de terrain en raison des développements en cours et à venir. Puis étant donné qu'on avait amorcé un travail, donc on avait de l'information à notre portée. Puis je pense que la résolution, là, c'est une bonne résolution qui est sortie au bon moment pour faire prendre conscience là, de l'importance de que ce genre de cadre normatif-là, et on ne peut pas appliquer ça pour une municipalité comme la ville de Grande-Rivière. Bon, je vais juste résumer. Donc, vous avez lancé un débat public, soit. Vous me dites donc que Québec ne serait pas fermé à l'idée de revoir des normes. J'ai bien compris ça? Présentement, c'est que le cadre qui est déposé, il y a comme des comités de révision, de consultation. Il reste encore il m'a parlé de 4 autres
rencontre de consultation sur l'ensemble. Ils sont juste à l'écoute, là, si j'ai compris. Ils sont à l'écoute, mais ils prenaient le pouls. Il semblerait qu'il y avait aussi, à un moment donné, ils sont venus, ils ont fait les régions, mais ils avaient rencontré, je pense, les préfets, entre autres. Fait que moi, j'y ai fait part, là, entre autres, au conseiller du Mamache. Là, oui, c'est bien rencontrer les préfets, mais pour une telle importance, c'est important aussi de rencontrer certains maires. C'est une des raisons pourquoi j'ai apporté ma résolution. Bon, ils sont à l'écoute pour l'instant. Vous avez l'appui des députés, je suppose? Oui. Très bien. Maintenant, vous avez parlé de logement, 232 unités, mais ça, c'est pour 2026 de mémoire, cette étude-là. Oui. Ça veut dire que vous, ça vous prend une réponse assez rapidement quand même de Québec. Bien, écoutez, nous autres, en réalité, c'est que l'étude, là, c'était pour faire la démonstration au potentiel puis aux éventuels investisseurs qui avaient de l'intérêt à investir pour développer du logement. Souvent, la première question, ils voulaient vraiment prendre conscience si effectivement il y avait un besoin de logement. Parce que si on construit des logements, on veut s'assurer si on est en mesure, exemple, tout dépendant du logement qu'on construit, on a la clientèle avec les moyens pour pouvoir là, avoir l'offre nécessaire pour combler la demande. Donc, en réalité, l'étude vient démontrer que dans les MRC-Rocher-Percé, pour la ville de Grande-Rivière, on a ciblé 232 unités. Ouais. Là-dedans, il y avait à peu près, je pense, 115 unités qui étaient liées plus là, pour les personnes là, à faible revenu, un peu là, pour faire du développement un peu social comme le logement social, mais qui avaient un besoin démontré aussi pour les professionnels, les gens dans lesquels qui recherchent là, peut-être là, une première unité de logement avant d'y aller vers une habitation là, modulaire. Okay. Dernière question. À l'écoute, là, ça ne veut pas dire grand-chose des fois. Donc, ça veut dire que, est-ce que votre position change? Est-ce que vous attendez des réponses rapides de Québec pour qu'ils ouvrent une porte au moins pour entendre ce que vous avez dit? Bien, écoutez, moi, je peux vous dire que les discussions que j'ai eues avec M. Noël, puis que les discussions avec M. Sévigny, ils savent qu'ils doivent me tenir au courant des démarches. Puis, en ce qui me concerne, là, moi, j'y ai fait part que il n'y avait rien qui me ferait changer d'idée, donc que je maintenais ma position. Donc, peu importe les alternatives d'atténuement, exemple, là, il a dit peut-être faire venir un spécialiste pour venir calculer là, le bruit d'un train, mais le train va peut-être passer 1 fois, 2 fois par semaine. Puis depuis 2015, on n'a pas de train. Donc, je dis, si vous voulez faire venir un spécialiste pour faire une étude sur la qualité sonore, écoutez, là, il n'y aura peut-être pas de train avant 2030. Là. Donc, moi, j'ai dit, là, moi, personnellement, j'ai fait part, entre autres, au ministère, que présentement, il y a des priorités que je pense là, d'envergure. Exemple, pour être en mesure d'apporter le train jusqu'à Gaspé, là, ils doivent s'assurer que les investissements nécessaires là, qu'ils ont prévus vont répondre, mettons, aux réels besoins, parce que il y a beaucoup de dépassements de coûts. Donc, moi, je pense qu'on parle des liens qui sont à Québec, Montréal. On disait, il y a un 3e lien, il veut-il en avoir, il n'en aura pas, etc. Donc, moi, pour un homme normatif comme ça, moi, j'ai fait part que je pense qu'il y a d'autres dossiers qui sont beaucoup plus prioritaires pour s'assurer d'avoir les coûts réels, pour s'assurer de faire les bons investissements en infrastructure. Mais ce qui concerne pour la ville de Grande-Rivière, moi, c'est sûr et certain que moi, j'ai aucune ouverture que ça soit ouvert au-delà de ce qui est prévu présentement. Présentement, je pense que c'est 60 mètres. Donc, on oublie ça, l'histoire du 300 mètres de chacun côté. OK, d'accord. Donc, je termine. Au moins, il y a un contact avec Québec. Vous avez des liens. Oui, en réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. La résolution a fait du bruit. Je pense que les médias ont fait une bonne job. J'ai été contacté par les députés. Les rencontres du MTQ, ça a été fait. Les rencontres avec le Mamache. J'ai été en mesure d'exposer la position de la ville. J'ai fait part, moi, je faisais pas passer la position de la ville, mais je les ai fait comprendre que si j'avais besoin des résolutions de d'autres municipalités du côté sud, j'aurais entrepris les démarches, puis que je voulais me tenir au courant, mais que de notre côté à nous, c'était impensable que, étant donné qu'on est dans un processus de développement, puis du processus de développement, tu ne fais pas ça dans une année, là, ça peut prendre 5 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, nous, c'est important que ce cadre normatif-là ne change pas, qu'il demeure ce qui est en place. 60 mètres.
Ben, c'est ça qui est en vigueur présentement. Puis, c'est jouable, ça. Ça, écoutez, c'est ça qui est en place. Puis ça qui est en place, ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Mais le fait de l'augmenter, ça, on n'est pas ouvert à ça. Pour la qui est clair. Parlons logement rapidement. 2 sujets, parce je veux qu'on revienne pour la campagne électorale. Il y avait 2 enjeux dans votre dernière séance municipale. Premier enjeu, il y a 10 il y a 328 000 $ que vous deviez assumer, c'est-à-dire 10 d'un projet, ce à quoi vous êtes retiré. Vous nous expliquez pourquoi. Et deuxième sujet, rapidement, dans le logement, c'est que vous avez dû retourner un chèque dans le cas d'un autre logement. Alors, les autres, pour le premier dossier, qu'est-ce qu'il y en a? Bien, présentement, c'est que l'OMH, en veut reçu un montant, comme quoi, ils ont reçu un chèque de 1,5 million pour engager des frais de rénovation d'à peu près 3 300 000. Puis nous, ben, on est responsable des 10 On était responsable de 10 de cette enveloppe-là. Okay. Mais ce n'était pas des projets de rénovation de bâtiments actuels. Mais c'était une des rares fois que le gouvernement du Québec nous demandait une participation financière dans laquelle on devait rembourser d'ici le 31 mars 2027. Donc, moi, j'avais fait part que ça n'a même pas été prévu dans notre PTI d'un. On a su ça dans le courant de l'année. Moi, je n'ai pas les moyens présentement d'investir 328 000 $ pour des améliorations locatives, étant donné les besoins en nouvelles unités. Donc, étant donné qu'on a fait part qu'on ne voulait pas payer les 10 comme plusieurs municipalités au Québec. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a reçu une lettre présentement comme quoi qu'on n'allait pas de l'avant avec ce projet-là. Donc, on ne va pas de l'avant avec ce projet-là. Donc, ça va être réévalué pour l'année prochaine. Puis, ce qui concerne le retour du chèque de 1 115 000 $, c'est en réalité, c'est une avance de fonds qu'on avait eu pour le projet de la Rive-2. Oui. La Rive 12 unités. 12 unités. Projet Rive-2, 12 unités. Donc, on avait reçu ce montant-là. Étant donné que le programme de la SHQ était terminé, il fallait être en mesure de prendre position avant le 31 mars. Mais malgré toutes les démarches que j'ai faites, les rencontres des députés, rencontres avec la ministre, ils nous avaient proposé peut-être d'y aller avec du multilogement préfabriqué. Ça prenait un minimum de 24 unités. Il aurait fallu que la Ville... qu'on donne les terrains, qu'on amène les services, puis en plus qu'on contribue à la hauteur de 2,5 millions. Donc, on n'est pas allé de là-dedans. À un moment donné, oui, il faut faire du développement, mais il faut prendre aussi conscience de la capacité financière de la Ville, puis la capacité de payer des citoyens. Donc, ces 2 dossiers, entre autres, souvent les gens me posent la question, je dis non, tu fais beaucoup de développement, c'est important de tenir compte, mais ça, c'est des genres de dossiers dans lesquels, pour nous, la Ville de Grande-Rivière, on n'avait pas la capacité financière pour aller de l'avant dans ce genre de dossier-là. Puis le chèque, il faut le retourner avant le 31 mars. C'est une des raisons pourquoi on a passé la résolution pour retourner le montant. Vous avez dit que ce n'est pas adapté pour les municipalités d'en bas de 5 000 habitants. C'est ça? Bien, c'est ça. C'est qu'en réalité, la MRC Rocher-Percé, c'est la 103e MRC sur 104, parce que la plus digitalisée, c'est la Haute-Gaspésie. La 103e, c'est la MRC Rocher-Percé. La Ville de Grande-Rivière, on est dans le quintile 5. Donc, moi, présentement, si je veux faire du développement de logement, je ne peux pas m'en aller dans des projets dans lesquels c'est du mur à mur comme les grandes villes. Moi, je me renseigne aussi d'autres municipalités. La ville de Richmond, eux autres, ils parlaient d'un investissement de 600 000. Ils n'ont pas la capacité de le faire. Donc, nous, on voulait avoir un accommodement, mais il faut prendre une décision avant le 31 mars. Donc, pour ce qui concerne, moi, j'ai pas voulu m'engager avec un 10 parce que je ne voulais pas projeter au prochain conseil qui est en place une obligation dans laquelle on aurait dû répondre. Donc, on a pris une décision de ne pas aller de l'avant. C'est une des raisons pourquoi on a passé la résolution. On a envoyé une lettre puis c'est une raison pourquoi on n'a pas le 10 à aller. Donc, il n'y a pas de projet de rénovation, d'un. Puis de 2, bien, pour le projet présentement des 12 unités, ce dossier-là, il est comme mort parce que malgré toutes les démarches que j'ai faites, vous en avez fait. On n'a pas été en mesure de pouvoir avoir les accommodements nécessaires pour aller de l'avant avec le projet. On termine avec la campagne électorale fédérale qui bat son plein depuis 2 jours.
Les candidatures, on les connaît. Du côté des libéraux, il y a Mme Leboutier qui se représente. Il y a Alexis Deschênes pour le Bloc. M. Jean-Pierre Pigeon, conservateur. On verra pour les autres qui vont confirmer. Je n'ai pas eu d'autres confirmations pour l'instant. Ça vous dit quoi, vous, la campagne électorale? Quelles sont vos attentes, vous, en qualité de maire? Écoutez, nous, c'est sûr, certain qu'on va prendre le temps de rédiger là, un peu là, nos attentes là, pour la ville de Grande-Bière. Je vous fais part, là, je sais qu'il y a un document là, qui est pour des régions fortes et résilientes, là, qui a été une plateforme là, municipale faite par les FQM, dans lesquelles j'ai participé. Puis à l'intérieur, je suis comme un peu, je suis content parce qu'en réalité, on fait part un peu de l'importance de l'industrie des pêches, d'un. De deux, on fait même là, la recommandation d'essayer de reconduire le Fonds des pêches du Québec en s'assurant d'avoir là, des modalités admissibles pour répondre aux réels défis de notre communauté. De façon générale, je vous dirais que moi, ce qui est important, avec toutes les démarches qu'on a faites, là, entre autres avec la zone d'innovation, le positionnement qu'on veut avec l'École des pêches, une des 5 écoles nationales du Québec, avec le hub d'innovation, on travaille sur un projet porteur présentement, mais c'est sûr et certain qu'il faut que, peu importe le candidat, le dossier du parc d'hivernage de bateaux, là, au niveau des infrastructures portuaires, il faut s'assurer d'avoir des conditions d'environnement gagnantes et sécuritaires pour les employés. Donc, moi, je pense que dans un contexte qu'on voit présentement d'incertitude, ce qui se passe beaucoup aux États-Unis, si le gouvernement fédéral pense de mettre des initiatives en place, mais je pense que peut-être via Développement Communique Canada, d'avoir des programmes adaptés pour permettre là, à des communautés comme la ville de Grande-Bière de pouvoir bénéficier des enveloppes qui leur permettraient de pouvoir avoir là, des infrastructures là, de qualité pour soutenir l'industrie des pêches. Un peu dans le même style là, quand on a fait là, notre piste d'athlétisme, quand il y a eu le COVID, à un moment donné, il y avait un montant d'argent, il y avait une enveloppe qui était disponible pour s'assurer que les communautés puissent développer des infrastructures pour permettre les gens de prendre de l'air, etc. Puis c'est une des raisons que nous, on a pu rendre admissible notre projet. Ça nous a permis de chercher une subvention, je pense, de 559 000 de Développement Communique Canada. Mais tout ça pour dire que moi, ce qui me concerne, priorité, les infrastructures d'une municipalité, sachant que l'industrie des pêches, c'est super important pour la municipalité de Grande-Bière. Donc, le parc d'hivernage de bateaux, je parle aussi des infrastructures, même là, d'un parc industriel, parce que avec ce qui se passe aux États-Unis, on parle de diversification de marché, peut-être faire de l'interprovincial, avec tous les investissements qui ont été faits à la MRC Rocher-Percé au niveau de l'aéroport, ben si éventuellement on a des promoteurs qui ont de l'intérêt pour faire le développement de nouveaux marchés interprovinciaux, il faut s'assurer qu'autour de l'aéroport, on a les infrastructures adéquates pour éventuellement développer le cargo, peut-être faire aussi de la forfaitisation au niveau touristique, là, permettre maintenant les gens qui veulent revenir en Rocher-Percé, il faut avoir la capacité d'accueil. Puis quand je parle de ça, on dit qu'il y a beaucoup de touristes qui vont venir en Gaspésie, mais peut-être qu'il y a du touriste qui va utiliser maintenant, qui aimerait utiliser là, maintenant, la voie là, de transport aérien. Ben, il faut que la municipalité de Grande-Bière, on puisse avoir aussi les outils, exemple, location d'auto, s'il y a des gens qui veulent avoir des forfaitisations, donc il faut que la PME puisse au moins se greffer autour d'un développement d'une infrastructure qui soit en place, puis on a besoin de certains investissements. Puis je pense que peut-être dans la campagne électorale, si on veut s'assurer de soutenir les milieux, moi, personnellement, au niveau sectoriel des pêches, ben, il faut avoir des fonds adaptés au niveau de diversification économique, des infrastructures adéquates pour nous soutenir aussi d'appuyer l'industrie des pêches dans leur développement de marché. Peut-être Assurance Emploi, une réforme, enfin, ça pourrait aider les travailleurs saisonniers? Je vous dirais que c'est sûr et certain que ça a été le COVID, dans le contexte incertain présentement, je pense qu'il y a même une ouverture, comme quoi, même pour les semaines, tu sais, pour d'attente, d'éliminer des semaines d'attente. Moi, je pense qu'il faut mettre une formule permanente. Là, moi, je pense qu'effectivement, il doit y avoir du changement.
Mais je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Moi, un employé saisonnier qui travaille le nombre de semaines que l'employeur peut lui offrir, exemple 20-22 semaines, après 22 semaines de travail, dans un contexte saisonnier, il faut que l'employé soit en mesure de pouvoir, avec l'assurance emploi, de faire le tour. Parce que présentement, je sais que j'ai quelques citoyens qui ont très hâte de commencer à travailler parce que là, présentement, ils n'ont plus de prestations d'assurance emploi. Puis, c'est pas parce que ces gens-là ne veulent pas travailler, mais que la saison de pêche va débuter, ces gens-là vont travailler, mais là, on est dépendant un peu de ce qui se passe avec les glaces, la date d'ouverture, puis le contexte, ça crée beaucoup d'incertitudes. Donc, moi, personnellement, le premier changement que je ferais, c'est de m'assurer que les employés qui travaillent les semaines complètes que l'employeur offre à l'employé, après 20 semaines de travail, qu'ils soient au moins en mesure de pouvoir faire le tour avec l'assurance emploi. Merci, Monsieur le maire. Ça fait plaisir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraiseur de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site Web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraiseur, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive Pandora qui évoque style et grand choix de configuration et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Du 16 au 18 mars dernier avait lieu le Boston Seafood Show. Jim Export a été faire son tour ainsi que les principaux acteurs du milieu de la pêche. Donc, on va revenir sur cet événement-là avec André-Pierre Rossignol, conseiller senior chez Jim Export. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Donc, avec tout ce qui se passe, là, les tarifs douaniers, on sait plus ou moins si, comme on en parlait, si ça va avoir lieu, mais ça crée de l'incertitude, comme tu disais. Donc, les marchés se font brasser un peu. C'est la même chose pour l'industrie de la pêche. Les pêcheurs ne savent pas trop à quoi s'en tenir. Ben, les pêcheurs, le secteur surtout. Donc, je voudrais savoir un peu comment ça s'est passé au Boston Seafood Show. Dans le fond, l'objectif principal de Jim Export, c'était quoi? En fait, l'objectif principal là, pour aller dans un salon comme le Boston Seafood Show, qui est de loin pour notre industrie ici en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine par la bande, c'est un peu voir l'état des marchés là, juste avant le début de la saison de la pêche. Donc, ça permet de rencontrer nos clients actuels, de rencontrer des clients potentiels futurs, d'établir des stratégies, de voir un peu où est-ce que ça va s'en va le marché. Puis c'est certain que cette année, c'était une édition là, assez spéciale là, avec la menace de tarifs qui plane sur nous depuis quelques mois maintenant. On sait qu'à l'heure actuelle, ils sont prévus pour entrer en vigueur le 2 avril. Donc, en date d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Le 2 avril, il y en aura peut-être. Donc, ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Ça devient difficile de planifier en ne sachant pas là, à quoi s'attendre réellement. Il y a 80% environ de ce qui est produit en Gaspésie dans le secteur des pêches qui est exporté aux États-Unis. Ça a été quoi la réaction des partenaires, des acheteurs qu'on a déjà aux États-Unis au Seafood Show? Bien, c'est certain que, évidemment, c'est notre client principal et de loin. Là, on exporte plus de 80% dépendamment des espèces, donc ça fait une moyenne. Puis je voudrais que les discussions qu'on a eues, puis les conférences qui ont eu durant le salon, parce qu'évidemment le salon, c'est des kiosques d'exposition, mais c'est aussi des conférences, etc. Puis les gens à qui on a parlé, il y a personne qui comprend réellement là, cette démarche-là, puis ça affecte tout le monde de façon négative. Là. Donc nos clients américains actuels et potentiels ne sont pas nécessairement en accord avec ça, ça ne fait pas nécessairement leur affaire finalement, là. Mais bon, je pense qu'on évolue tous avec un peu les contraintes qui viennent d'en haut, sur lesquelles on a peu ou pas de contrôle. Alors, c'est sûr qu'il faut entre guillemets faire avec pour l'instant.
Mais je rappellerai qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas de tarif. Peut-être qu'il y en aura du avril, peut-être pas, mais ça devient difficile. Là, on n'a pas de boule de cristal. Si on en avait une, ça serait beaucoup plus facile. Est-ce qu'il y a des discussions qui ont quand même eu lieu, justement, même si on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les acheteurs que vous avez, pas vous, mais je veux dire que le secteur des pêches a déjà là-bas, est-ce qu'ils disent quand même, regarde, on va quand même acheter, ou il n'y a personne qui a voulu se... En fait, là, on constate qu'il y a une grande demande sur le marché. Il n'y a pas beaucoup d'inventaire qui reste sur le marché. Donc, oui, il y a une demande pour nos produits. Puis les acheteurs sont probablement prêts à payer même un peu plus que ce qu'ils payaient l'an passé. Donc c'est intéressant là, à ce niveau-là. C'est le son de cloche qu'on a. Par contre, le grand inconnu, c'est est-ce qu'il y aura un 25 %? Parce qu'évidemment, là, le prix qu'ils sont prêts à donner, c'est le prix final. Alors, qui va absorber? Comment on va se partager cette facture-là de 25 potentiel de 25 % ça demeure à élucider, mais je pense qu'on a une bonne idée de ce que les gens sont prêts à payer sur le marché à l'heure actuelle. Là. Donc, comment ça pourrait pas impacter, mais comment ça pourrait se traduire si le 25 % arrive? Nos acheteurs américains sont toujours là pour acheter parce que le marché, ils en ont besoin. Ici, chez les pêcheurs, chez les transformateurs, qu'est-ce qui pourrait arriver à ce moment-là? Mais il y a plusieurs éléments dans tout ça. Là. Finalement, là, est-ce que l'acheteur américain va en payer un petit peu plus? Probablement. Est-ce que le taux de change qui est en baisse, qui est très avantageux pour nous à l'heure actuelle, va compenser une partie, assurément? Alors après ça, il va rester là, une portion, on dirait probablement se séparer entre les industriels et les pêcheurs, là, finalement, là, pour de partager un peu le risque, puis s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui sont en mouvement, qui devront s'arrimer pour arriver à une solution qui se tient pour tout le monde, finalement. Mais c'est certain que on n'entrera pas de catastrophe là, comme on a pu y penser. C'était un peu des fois le premier réflexe qu'on a entendu parler de tarifs, là, mais finalement, il y a une demande sur le marché, on a des beaux produits. Je crois qu'il n'y a pas d'inventaire beaucoup, donc je pense que le contexte est quand même bon. Puis s'il n'y a pas de tarifs, tant mieux, ça va être encore mieux. Puis même s'il y en avait, je pense qu'on va quand même tirer notre épingle du jeu. Donc c'est pas trop alarmant, on pourrait dire. Non, puis on ne se cachera pas non plus aussi qu'il y a une certaine baisse de quotas dans le golfe ici dans la zone 12, donc c'est certain que ça crée un peu de rareté là, sur les marchés à ce niveau-là également. Donc c'est pas trop alarmant. Là. Je dirais que ce qui nous alarme plus, qu'on en a discuté un peu plus tôt, là, c'est les fameux tarifs chinois, donc qui passent un peu sous le radar, on en parle beaucoup moins, mais finalement qui sont en vigueur depuis hier, là, qui affectent un nombre limité de secteurs. Là. On parle du secteur des pêches, on parle du secteur du porc et des produits du soya dans l'Ouest. Ce sont des tarifs qui ont été mis en place là, en réponse finalement là, aux tarifs canadiens imposés sur les véhicules automobiles électriques chinois qui sont en vigueur depuis hier, qui ont été annoncés il y a 2 semaines environ. Donc ça peut avoir un impact là, parce que même si nos entreprises du Québec exportent peu sur le marché chinois, les concurrents des provinces maritimes qui elles, exportent beaucoup plus sur le marché chinois risquent de se retourner un peu vers l'Europe, vers l'Amérique un peu pour écouler certains produits. Là. Donc rajouter de ces produits-là sur le marché québécois, faire un peu de concurrence. Exactement. On peut se remonter une situation au 2 avril que si les tarifs américains s'avéraient, plus les tarifs chinois, on aurait là, une grande partie du marché là, avec des barrières tarifaires qui ne nous empêchent pas de vendre d'ailleurs, mais qui compliquent un petit peu les choses. Il y a certains produits substituts, donc on aura de la compétition là, sur nos marchés. Est-ce que lors du Boston Seafood Show, ça a été l'occasion aussi de pouvoir explorer un peu s'il n'y a pas d'autres endroits où est-ce qu'on pourrait exporter nos produits? C'est certain. Par contre, il faut savoir que le salon de Boston, c'est un salon très nord-américain là, qui vise vraiment les acheteurs américains. Il y a des gens d'une 50aine de pays qui y participent, mais c'est essentiellement, là, ça vise le marché américain. Par contre, ce qui est intéressant aussi de voir dans cet événement-là, c'est tout ce qui est au niveau là, des innovations en termes de machinerie, d'emballage, de technologie, de nouveaux produits de 2e, 3e, 4e transformation de produits, entre autres pour le Sébaste, finalement, qui revient finalement graduellement dans notre industrie. Donc, ça devient intéressant de voir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, c'est quoi les opportunités, de quoi on peut s'inspirer et y adapter pour notre réalité. Dans le fond, lui qui permettrait de faire de l'exploration, ça serait plutôt celui que tu me parlais tout à l'heure de Bruxelles?
C'est ça. Barcelone. Anciennement, Bruxelles. Ça a été à Bruxelles durant de nombreuses années. C'est déménagé à Barcelone depuis l'après-COVID, finalement, qui s'appelle le Seafood Expo Global. Donc, c'est un peu dans le nom, le global, là, qui est vraiment central, qui regroupe des participants d'environ 150 pays. C'est énorme comme événement. Puis justement, ça permet d'explorer le marché, entre autres, européen, puis de rencontrer des gens d'un peu partout, finalement. C'est vraiment un événement de très grande envergure qui aura lieu au début mai. On y sera présent, donc on va être là pour voir qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se présente à nous comme opportunité. Pour soutenir le secteur des pêches, est-ce que le gouvernement a proposé quelque chose ou est-ce que Jim Exports aimerait que le gouvernement puisse faire quelque chose pour le secteur des pêches? C'est certain qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de mesures spécifiques annoncées au secteur des pêches. Donc, on saura que le gouvernement a annoncé quelques mesures pour aider les entreprises à faire face aux tarifs douaniers américains. Par contre, il n'y a pas de mesures spécifiques au secteur des pêches. Alors, c'est certain que nous, chez Jim Exports, considérant que c'est notre secteur d'activité principale ici en Gaspésie, on revendique ce qu'on appelle un certain coffre d'outils. Nous, on dispose d'une certaine expertise à l'interne, on a une bonne connaissance de l'industrie, des marchés, des enjeux et tout ça. Par contre, ça nous prend des outils pour pouvoir aider les entreprises à se développer, à diversifier les marchés. Puis on pensera entre autres notamment au Fonds des pêches du Québec qui actuellement ne dispose plus de fonds. Donc c'est un outil qui permettait aux entreprises justement d'acquérir des équipements, d'améliorer leur productivité, etc., de faire face à des changements de demande, de marché. Alors nous, c'est certain que chez Jim Exports, on recommande au gouvernement finalement de nous permettre de se doter d'outils spécifiques à l'industrie de la pêche qui nous permettront de nous aider à diversifier les marchés, diversifier les produits. Okay. Parlant d'équipement, le Boston Seafood Show, c'est pas juste du réseautage puis des discussions. Tu me disais tout à l'heure que c'est l'occasion de pouvoir découvrir de nouvelles technologies, de nouveaux équipements. Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes, il serait intéressant que les pêcheurs puissent avoir par ici? C'est certain que c'est un salon qui s'adresse principalement aux établissements de transformation, aux industriels. Donc, ce sont des équipements de transformation de produits, d'emballage, etc. Donc, oui, les équipementiers sont présents, puis ils amènent les machines grandeur nature qu'on peut voir au niveau d'emballage, pour le trier les poissons, les crustacés, etc. Donc, ça permet de voir l'évolution de tout ça. Ça fait penser... évidemment, nos entreprises ici, ils ont tous des équipements assez modernes, mais à chaque année, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles améliorations. Donc, c'est intéressant de voir l'évolution de tout ça. C'est certain que, dépendamment, si on parle de reprise, de transformation du CEBAT, mais c'est certain que c'est intéressant de voir les équipements de filetage, entre autres, de transformation de poissons qui sont absents de nos usines depuis un certain temps maintenant, considérant le moratoire depuis le début des années 90. Oui, bien, Sébastien, la pêche a été relancée juste l'an passé, je pense. Oui, c'est ça. Avant, on avait une pêche un peu exploratoire. Donc il y avait un certain volume qui rentrait quand même pour faire un peu des tests de biomasse. On le transformait pour pas le perdre. Mais maintenant, la pêche est ouverte un peu plus at large. Donc, il y a la possibilité de pêcher de beaucoup plus grand volume. Mais encore là, il faut-il être en mesure de l'absorber, de le transformer et de le vendre. D'ailleurs, pour sortir un petit peu du sujet du Boston Seafood Show, la pêche au Sébastien, comment ça a été pour cette première année-là? J'imagine, ils ont donné un quota, les pêcheurs... Oui, c'est certain qu'il y avait un quota assez considérable l'an dernier, je crois, de 60 000 tonnes, qui a été très partiellement capturé. Donc, je pense qu'il y a eu 16 ou 17 pêcheurs qui sont sortis pêcher le Sébastien. Vous savez, c'est bien beau qu'on dise que la pêche est réouverte, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour l'acheter et le vendre. Donc, faut un peu reconstruire le marché. C'est une espèce qu'on n'exploite plus depuis le début des années 90. Donc, on parle d'une trentaine d'années. Alors, il faut reconstruire un peu nos liens sur le marché, de faire connaître notre produit, s'adapter avec la taille, donc faire des produits qui vont fonctionner avec ce qu'on a comme poisson. Vous savez, on ne fera pas un gros filet avec un petit poisson. Je ne sais pas, c'est quoi la grandeur d'un Sébastien? Ça, présentement, il a atteint la taille commerciale minimale. Par contre, il est grossi. Parce qu'au relevé biologique, le poisson ne grossit plus beaucoup. Alors, il n'a pas beaucoup de gros sébats dans l'eau. Alors, il est très petit, plus petit que ce à quoi on s'attendait. Donc, je pense qu'il faut se tourner vers des solutions alternatives, entre autres, de produire des produits de deuxième ou troisième transformation à base de sébats, que ce soit des galettes, etc., de poissons, à base de chair de sébats, plutôt que de penser seulement à faire du filet.
Mais j'avais entendu parler qu'il semblerait que le sébaste est tellement en surnombre dans le golfe du Saint-Laurent que, étant donné que il ne peut pas manger la nourriture qu'il a besoin, c'est pour ça qu'il reste tout petit. Là. Quoique je fais ça, mais je ne sais pas c'est quoi la c'est à peu près ça. C'est pas très grand. Là. Ouais, c'est vrai que le filet, t'en as besoin de quelques-uns pour faire le vous savez, il y a une entreprise au Bas-Saint-Laurent, Chasse-Marie, qui fait un sébaste en conserve là, absolument délicieux. Vous allez voir, ce sont des tout petits filets, mais il y a des moyens de valoriser ce type de produit-là, là, autant justement en canage comme ça, qu'en galette ou saucisse de poisson, entre autres. Là, il y a différentes possibilités. Là. OK. Sinon, pour le Boston Seafood Show, y a-t-il quelque chose qu'on pourrait rajouter là-dessus? Bien, je pense que ça a été intéressant cette année, là, dans le climat actuel. Je pense que c'était nécessaire, finalement, là, que les gens puissent se rencontrer, là, autant les acheteurs américains que nos producteurs ici, là, dans la MRC Rocher-Percé et ailleurs en Gaspésie. C'est un événement qui est important tous les ans, mais cette année encore plus, là, en raison de l'incertitude. Puis je pense que le message qui en sort est assez positif, finalement. Là. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a personne qui s'attend à une catastrophe cette année. Là. Ça va quand même bien aller là, malgré tout. Dès qu'on en saura un peu plus sur la fameuse incertitude. On saura quand la saison de pêche au crabe, entre autres, ça dure quelques semaines. 3-4 semaines, l'essentiel du quota est capturé, surtout maintenant, cette année, que le quota est un peu plus faible que l'an passé. Alors, on a une période assez critique là, du mois d'avril, finalement. Là. Alors, s'il y a des quotas, s'il y a des tarifs au mois d'avril, on va faire avec. S'il n'y en a pas, mais on aura sauvé une grande partie de notre saison, finalement, parce que l'essentiel du crabe aura été capturé déjà. Ensuite de ça, bien, il y a évidemment le homard qui va commencer là, par la suite, qui va durer 2-3 mois. Donc, on a quelques semaines, quelques mois devant nous là, à essayer de gérer la situation. Donc, c'était l'occasion de pouvoir rassurer les marchés, si on veut. Ben, les producteurs plutôt. Mais le marché, absolument. Écoutez, je pense que les gens avaient quand même des discussions, là, que ce soit par téléphone, par Zoom ou Teams, là, avec les clients potentiels, les clients actuels, les clients avec qui ils font affaire depuis de nombreuses années. Mais je pense que le fait de se voir en personne, puis un peu pouvoir discuter aussi avec les producteurs d'ailleurs, hein, que ce soit sur la Côte-Nord, les Îles-de-la-Madeleine, même les Maritimes, qui sont oui nos compétiteurs, mais également nos alliés, là, face à une situation d'incertitude comme ça, d'un peu de guerre tarifaire. Donc tout le monde a pu voir là, qu'on pouvait se tenir finalement, puis que finalement, je pense que ça va être quand même une année positive. Là. Tu me disais, pour terminer, que le quota a diminué par rapport à l'an passé. C'était quoi l'an passé, le quota, puis cette année, c'est quoi? J'ai pas le chiffre, mais on parle d'une baisse d'environ 30% là, cette année. Là, c'est quand même pas mal, 30%. Ouais, c'est pas mal, mais c'est prévisible. Hein. Vous savez, la pêche au crabe, là, c'est très cyclique, donc on peut prévoir à l'avance qu'il y aura des baisses et des hausses de quotas. Le chiffre final, évidemment, il est déterminé par des relevés biologiques là, par Pêche et Océan Canada, qui font des tests et qui déterminent un peu l'état de la biomasse. Donc, on a eu une baisse de quota l'an passé, encore une cette année, probablement une autre l'année prochaine. Ensuite de ça, ça risque fort de reprendre à la hausse. C'est comme ça depuis toujours. Donc, c'est un cycle qu'il faut faire avec. Ça reste de la biologie, ça reste du vivant en mer. Donc, c'est dans le fond de la mer, on les voit pas très clairement. Donc, c'est pas si évident que ça là, à savoir. Par contre, ça fait partie des calculs. Là, les gens qui pêchent le crabe, ils s'attendaient déjà à ça. Donc, ça fait partie de la réalité. Eh bien, André-Pierre Rossignol, merci beaucoup pour votre passage en studio. Mais merci, ça fait plaisir. Puis n'hésitez pas, on va revenir avec plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien, point de service de Grande-Rivière, Cap-d'Espoir, Sainte-Thérèse et Percé, les spécialistes en services financiers. Pour des conseils d'experts, venez rencontrer nos spécialistes en finances personnelles ou d'entreprise. La Caisse des Jardins du littoral gaspésien est là pour vous et pour sa communauté.
Les produits TAP, fondés en 1995 par Sylvain Tapp et Hélène Côté, célèbrent leur 30e anniversaire en lançant un nouveau produit, le Kimchi Napa, édition 30e. L'entreprise familiale, spécialisée dans la choucroute et la lactofermentation biologique, a surmonté de nombreux défis, dont la concurrence et la rentabilité, pour se faire une place sur les marchés d'alimentation. Sous la direction de Julien Tapp depuis 2020, les installations ont été modernisées et l'automatisation des procédés a été mise en place pour assurer la croissance. L'entreprise prévoit d'augmenter sa production et de participer à des salons pour célébrer son anniversaire. Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie et des Îles, a été écartée du Conseil des ministres de Marc Carnet, bien que ce dernier soit transitoire. Elle a exprimé que cette décision lui permettra de se consacrer pleinement à son rôle de députée. Par communiqué, elle a également confirmé son intention de se présenter aux prochaines élections, mettant en avant l'importance de défendre les intérêts de la région, notamment face à la guerre tarifaire avec les États-Unis. Le marché immobilier commercial en Gaspésie est resté stagnant à l'automne dernier, avec aucune vente de propriétés commerciales au 4e trimestre 2024, contrairement à 5 transactions enregistrées un an plus tôt. Sur une période de 12 mois, la région a observé une baisse de 44% et le volume des transactions a chuté de 16,5 millions de dollars à 9,25 millions. Le nombre total de ventes est passé de 13 à 8 entre 2023 et 2024. Ce bilan contraste avec la reprise de l'immobilier commercial à l'échelle du Québec, attribuée à la baisse des taux d'intérêt à long terme. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, en partenariat avec le groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement, lance un programme de subvention pour l'achat de produits écologiques. Ce programme rembourse 50% du prix d'achat, jusqu'à 250 $ par adresse par an. Un supplément de 10% est offert pour les achats effectués dans certaines municipalités de la région. Le programme se termine soit le 31 décembre, soit lorsque les fonds seront épuisés. La Corporation Musique du Bout du Monde a annoncé l'embauche de Novi Marin-Gagné en tant que directeur général. Actuellement DG de la radio universitaire de l'UQAM, il prévoit de s'établir à Gaspé en mai. Très bien accueilli par l'équipe en place, il se dit motivé par l'importance des médias numériques pour l'organisation. Fort d'une expérience en gestion culturelle, il se concentrera sur l'observation de l'organisme et de la région dans ses premiers mois. Charles-André Ouimet devient directeur des opérations, tandis que l'ancienne codirectrice, Marie-Michel Plante, rejoint le Festival Regard. Escale Gaspésie a clôturé avec succès la première saison des croisières hivernales, un projet innovant qui a positionné Gaspé comme une destination phare pour les expéditions en hiver. Cette saison a surpassé les attentes, avec 527 passagers et 758 membres d'équipage, générant environ 140 000 $ de retombées économiques directes, soit bien au-dessus de la moyenne habituelle. Les croisiéristes ont profité de 842 excursions hivernales et les escales ont duré en moyenne 35 heures, permettant de multiplier les expériences immersives. Ce prolongement des séjours à quai a renforcé l'attrait de Gaspé et renforcé l'économie locale. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par des soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.